cancer de l'ovaire et ses traitements peuvent dégrader l'image corporelle des femmes et mettre à mal leur sexualité comme leur projet d'enfant. Toutefois, les progrès médicaux offrent des solutions aux femmes concernées. Pour aborder ce sujet, je reçois la docteure Catherine Riera. Elle est chef de service en gynécologie obstétrique au CHU de Charleroi, en Belgique. Bonjour docteur Riera. Bonjour. Dans le cas du cancer des ovaires, comment peut-il affecter l'image de soi, l'image corporelle qu'ont les femmes d'elles? Alors, je voudrais d'abord expliquer ce que c'est l'image corporelle pour définir un petit peu au préalable. C'est d'abord l'image qu'on a de soi-même, mais c'est surtout aussi l'image que les autres ont du patient et de la patiente en particulier. Dans le cadre du cancer de l'ovaire, évidemment, comme c'est un cancer qui touche les parties intimes et la féminité, l'image corporelle affecte le couple dans son ensemble, le patient et son partenaire. Et donc c'est quelque chose qui est, je pense, un préalable important à signaler. Alors, je propose d'expliquer par étapes de traitement quelles sont les modifications de l'image corporelle qui sont possibles, en commençant par la chirurgie, puisque qui dit chirurgie dit cicatrice. Et donc, le cancer de l'ovaire se traite par une chirurgie abdominale avec une cicatrice conséquente au niveau cutané abdominal, qui va en général du pubis jusqu'au sternum, et qui impacte effectivement l'image corporelle des femmes. Donc, au niveau de la chirurgie, on a discuté de la cicatrice. Il y a aussi éventuellement une ménopause qui est induite par la chirurgie. Maintenant, il est certain que le cancer de l'ovaire, en général, touche des femmes post-ménopausiques qui sont déjà ménopausées au préalable du diagnostic, mais parfois, le cancer survient autour de la ménopause et le geste chirurgical va provoquer et va induire une ménopause aiguë, alors que c'est un processus qui peut être plus lent naturellement. Quand on parle chirurgie, on parle aussi éventuellement de la nécessité de réaliser ce qu'on appelle des stomies, c'est-à-dire que les chirurgiens vont devoir peut-être resséquer, enlever une partie du côlon, de l'intestin grêle, voire une partie des voies urinaires, ce qui implique en post-opératoire, cet abouchement se fait à la peau, de mettre une poche que l'on appelle une stomie. On parle de colostomie lorsque c'est le côlon qui est abouché à la peau, d'iléostomie lorsque c'est l'intestin grêle qui est abouché à la peau, et d'urostomie lorsque c'est les voies urinaires qui sont abouchées à la peau. Après vient la chimiothérapie, ou avant, mais quoi qu'il en soit, il y a des effets secondaires spécifiques de la chimiothérapie. Qu'est-ce qu'on retrouve comme effet secondaire de chimiothérapie? Il y a des effets assez généraux comme l'alopécie, puisque les produits qui sont utilisés en chimiothérapie de l'ovaire vont donner une perte de cheveux, de poils, de sourcils et de cils, qu'on appelle alopécie. Certains produits de chimiothérapie qui sont utilisés fréquemment peuvent également donner des neurotoxicités et des altérations des phanères, c'est-à-dire essentiellement des altérations des ongles, des mains et des pieds. Donc c'est quelque chose de visible. La neurotoxicité peut être responsable de troubles de la marche également, donc ça peut aussi altérer l'image corporelle des patientes. Et puis on trouve aussi éventuellement des effets cognitifs liés aux chimiothérapies, de la fatigue et de la dépression. Donc ça, ce sont des effets plus généraux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces effets sont imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire que la fatigue, la dépression, la ménopause, les troubles du sommeil, ces quatre ensembles qui communiquent. Par exemple, le manque de sommeil va créer une fatigue qui elle-même va être responsable d'une dépression. La dépression peut donner de la fatigue et des troubles du sommeil. La ménopause va donner des troubles du sommeil et de la dépression. La fatigue peut être un facteur de risque de neurotoxicité. Et donc, voilà, c'est un ensemble, il faut le connaître. Les praticiens le connaissent, mais les patientes doivent être aussi conscientes et informées qu'il y a des associations entre tout ça. Comment une patiente peut-elle se faire accompagner concernant son image corporelle?
Alors, je vous propose de reprendre effet par effet, comme ça sera peut-être un peu plus clair. En ce qui concerne la chirurgie et la cicatrice, donc, je pense qu'il est important d'informer la patiente sur la cicatrice liée à la chirurgie, éventuellement en lui donnant des photos de ce que sera la cicatrice d'une laparotomie, puisque la chirurgie de cytoréduction se fait par laparotomie. C'est important aussi de promouvoir une hygiène de vie importante pour les patientes, surtout tabagiques et dénutries, puisque le tabagisme et la dénutrition vont impacter défavorablement le processus cicatriciel tant au niveau interne qu'au niveau de la cicatrice abdominale, cutanée. Les conseils donc d'hygiène de vie, c'est important de promulguer des soins de plaie spécifiques dès que l'intervention est réalisée. Et puis sur le long terme, éventuellement, on peut avoir recours à des traitements par endermologie qui se font en kinésithérapie pour tout ce qui est traitement d'adhérence de cicatrices. Donc c'est des massages de la cicatrice? Oui, avec un petit appareil spécifique et qui traite assez bien, ça marche très très bien sur les adhérences. En ce qui concerne la ménopause qui peut être induite par la chirurgie, dans le cas où la patiente n'est pas encore ménopausée, il y a tout le volet information de cette ménopause induite par la chirurgie, mais surtout du fait qu'elle va être aiguë et peut-être très rapidement présente. Parce que les patients n'ont pas toujours conscience que des bouffées de chaleur peuvent déjà survenir dans les jours qui suivent, voire le jour même de l'intervention. Donc on leur explique que ça peut être le cas. Bien sûr, on ne sait jamais très bien à l'avance comment la patiente va être, à quel point elle sera symptomatique, puisque les symptômes de la ménopause, c'est, comme je l'ai dit, des bouffées de chaleur, des insomnies, des troubles de l'humeur, de la sécheresse vaginale, une atteinte de la libido, une prise de poids, mais tout le monde n'a pas tous les symptômes, et donc c'est important de les informer à ce niveau-là. Pour les stomies, là, le chirurgien est censé avertir les patients qu'il y a toujours un risque de stomie lié à la chirurgie. Et tous les patients doivent être avertis. Et idéalement, on doit faire rencontrer le patient à un infirmier de référence en stomie, qui sont en général disponibles dans les centres hospitaliers, qui peut répondre précisément aux questions des patients pour le post-opératoire. Et la stomie, elle va être temporaire ou permanente? Voilà. Voilà, on peut effectivement avoir des stomies temporaires et des stomies permanentes. On ne sait pas toujours précisément avant l'intervention si cette stomie pourra être mise en continuité ou pas. Donc on avertit les patients effectivement qu'il existe deux possibilités. En post-opératoire, la stomie altère vraiment l'image corporelle des patients et a un impact très important sur les troubles sexuels également. Ce sont des patients qui sont à risque de faire des dénis ou d'avoir un impact psychologique très important. Donc, ce sont des patients qui doivent idéalement être suivis par un psychologue, intégrer des groupes de parole parce que c'est très important pour les patients stomisés de pouvoir discuter de leur expérience avec d'autres patientes, d'avoir recours aussi à des conseils diététiques par rapport aux stomies. Et d'être accompagné au mieux parce que le but, c'est l'éducation du patient par lui-même. C'est qu'il puisse se gérer au niveau de sa stomie. Au niveau de la chimiothérapie, on a parlé de l'alopécie. Donc l'alopécie est quelque chose qui est assez fréquent, mais qui est réversible. Et donc l'information est très importante par rapport à cette réversibilité de l'effet secondaire, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Tous les conseils sont promulgués en général par rapport aux prothèses capillaires ou pas, parce que je pense qu'il faut vraiment laisser le choix aux patients d'opter pour une prothèse capillaire ou non. Il y a des esthéticiennes spécialisées en oncologie qui peuvent promulguer des soins spécifiques, notamment des tatouages définitifs ou temporaires au niveau des sourcils, des cils. Donc, il y a vraiment eu d'énormes avancées au niveau esthétique à ce niveau-là. Et les groupes de parole, c'est super important aussi.
parce que les patientes vont pouvoir échanger, rencontrer des patientes qui ont à nouveau une repousse capillaire et se rendre compte que ça va leur arriver aussi. Comment le cancer des ovaires impacte la santé sexuelle de la patiente et comment elle peut soulager potentiellement cet impact? Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est évidemment un cancer qui touche la féminité essentiellement, et donc les troubles sexuels sont très fréquents. Malheureusement, ils ne sont pas souvent exprimés par les patientes. Ils sont en plus impactés par une ménopause, une dépression ou la présence d'une stomie. Donc tous ces facteurs-là vont favoriser, en plus encore, les troubles sexuels. C'est aux praticiens et aux infirmières aussi qui prennent en charge ce type de patients d'essayer d'avoir une anamnèse ciblée sur le bien-être des patients. Et les relations sexuelles ou la sexualité, ça fait partie du bien-être des patients. Et donc on essaye d'aiguiller l'anamnèse sur des questions précises. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse voir les patientes avec leur entourage, le partenaire ou le conjoint, l'époux. Parce que souvent, en fait, on se rend compte que c'est surtout le partenaire qui a peur de toucher sa femme, de la voir nue, d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et donc, c'est important de pouvoir rassurer et prendre en charge le couple dans son ensemble. Les rassurer, puis les aiguiller éventuellement vers une consultation de sexologie spécifique. Intégrer éventuellement aussi des groupes de parole. Lorsqu'on a l'impression qu'il y a un phénomène de ménopause qui peut expliquer en partie les troubles sexuels, on est amené à traiter cette ménopause avec des œstrogènes par voie orale. Mais aussi, on a d'autres arsenaux thérapeutiques. On peut donner des œstrogènes par voie vaginale ou des lubrifiants, ou on peut mélanger un peu de tout, en fait, pour améliorer la trophicité des tissus mous et du vagin, ce qui va permettre une meilleure qualité de rapport sexuel. Et de même, lorsqu'on a l'impression qu'il y a un phénomène dépressif qui peut aussi aggraver cette plainte, on peut être amené à proposer un traitement antidépresseur aux patientes. Quels soins de support peuvent soulager les patientes? Alors, j'ai déjà évoqué pas mal de traitements de support, mais grosso modo, ce qu'on appelle les traitements de support, c'est tout ce qui est non médicamenteux en allopathie, sont des techniques, des pratiques, des hobbies. C'est tout ce qui va pouvoir amener une amélioration de la qualité de vie de la patiente dans sa globalité. Et donc, il y a l'aspect diététique, nutritionnel pour les patientes qui sont dénutries. Donc ça, c'est un paramètre qui peut être assez spécifique du cancer de l'ovaire. On a parlé aussi du soutien psychologique à diverses étapes de la prise en charge. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'activité physique, mais ça a vraiment beaucoup de sens dans l'oncologie, en particulier dans le cancer de l'ovaire, puisqu'on sait que le maintien d'une activité physique ou le fait de pouvoir intégrer des groupes de gym ou adaptés à l'oncologie va améliorer la fatigue, va améliorer les troubles du sommeil, peut améliorer les symptômes dépressifs également. Et puis, on a aussi recours éventuellement à du support tel que l'acupuncture, l'acupression, le yoga, la méditation, l'hypnose, le reiki. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment agir sur la fatigue, l'anxiété, les troubles du sommeil, la dépression et aussi parfois la douleur. Pour l'hypnose et pour l'acupuncture en particulier. Quelles recommandations avez-vous pour ce qui est de préserver la fertilité d'une femme atteinte d'un cancer des ovaires? Alors, comme je l'ai dit, le cancer de l'ovaire survient généralement en post-ménopause, parfois autour de la ménopause, mais très rarement atteint les femmes de moins de 40 ans. Néanmoins, ça peut arriver, malheureusement. On est plus souvent confronté avant 40 ans à ce qu'on appelle les tumeurs borderline.
sont des tumeurs ovariennes qui ne sont pas invasives. La prise en charge dans ce cadre de tumeurs permet en général de conserver la fertilité puisqu'on enlève juste l'ovaire malade, l'utérus et l'ovaire contralatéral, c'est-à-dire l'ovaire restant, sont en place, ce qui n'impacte quasiment pas la fertilité de ces patientes. En ce qui concerne le cancer invasif, il n'y a pas tellement de consensus malheureusement à l'heure actuelle. J'espère qu'on va un peu évoluer là-dessus. Mais en tout cas, on peut proposer dans certains cas, c'est-à-dire dans des cancers précoces, stade 1A, qui n'atteignent qu'un ovaire, après la chirurgie, pour autant que l'ovaire contralatéral soit sain, qu'il y ait un désir de fertilité, sous contrôle médical, de pouvoir stimuler l'ovaire restant ou faire une biopsie de cortex ovarien, de prélever les ovocytes ou de prélever les ovocytes après stimulation, et puis de réaliser une fécondation in vitro, et puis une congélation embryonnaire, et après les traitements de pouvoir faire un replacement d'embryon dans la matrice, dans l'utérus. Docteur Hira, vous avez choisi la gynécologie. Est-ce que vous pouvez nous partager pourquoi ? Alors moi j'ai choisi la gynéco pour l'obstétrique, comme souvent des gynécologues, parce que c'est quelque chose d'impressionnant quand on est étudiant de voir un accouchement. Mais après, la santé des femmes, une fois qu'elles ont accouché, elles développent des maladies et on les suit tout au long de leur vie et c'est ça qui est extraordinaire en fait. Merci beaucoup. Merci.